Bonsoir à tous. Et tutoie moi parce que sinon c'est trop chelou. Allez, c'est parti, on va se poser des questions. Comment j'associe langue et humour? Langue et humour. La langue, l'humour. Langue et humour vont de pair. Alors ce que je fais la plupart du temps, c'est que je trouve des mots qui suscitent l'amusement pour raconter une histoire ou pour décrire une situation ou même pour décrire une personne. Moi je fais pas trop de jeux de mots, de calembours. Je joue pas trop avec les sonorités. Ouais, j'essaie d'écrire de manière le plus précis possible peut-être. Moi je parle 3 langues, tu sais. Voilà, c'est juste le moment où je me la pète en fait. Hein. Du coup, non mais par exemple, tu vois, genre mes potes rital, j'ai pas assez de voc ou j'ai pas assez les codes pour faire rire en rital, tu vois. J'ai une autre personnalité complètement en Italie, tu vois ce que je veux dire? Oui, je pense qu'il faut faire des blagues dans une langue, faut pas juste connaître la langue, faut connaître aussi genre la culture. Mais oui, mais tu vois, par exemple, ma mère, elle est rital, je parle que en italien avec ma mère, mais je ne verrais pas du tout faire des blagues. Moi, je parle que le français. Je n'arrive pas tant. Ouais, moi vraiment, je parle que le français. Mais je baragouine un peu l'anglais, et genre par exemple, quand j'étais au Brésil et que je faisais des blagues genre ironiques, mais ils comprennent pas l'ironie. Ouais. Et c'est hyper gênant. Ouais. Si on considère l'humour comme étant une manière de transmettre différemment ce qu'on ressent, je pense que la langue en est le vecteur. Donc moi, j'utilise ou j'associe la langue et l'humour de sorte que l'un serve l'autre ou que la langue serve l'humour. Donc moi, je les utilise comme des partenaires, on va dire. Donc langue et humour, c'est très important. Et surtout quand il s'agit du stand-up. Toi, tu associes langue et humour? Genre, toi, t'écris des mots comme Baudelaire. Moi, mon problème, c'est que justement, je les associe sans faire exprès. Vu que j'écris super bien, en fait, on me dit que c'est trop. Non, mais en vrai, blague à part, on me dit souvent que mes textes sont trop écrits. C'est-à-dire que justement, mon problème, c'est que j'associe trop langue et humour. J'essaie d'écrire des jolies phrases, des jolies vannes, alors qu'en vrai, faut accepter de faire des phrases un peu moches pour faire marrer à un moment donné, quoi. Et je trouve le français, c'est quand même une langue assez riche. Ouais. Pour l'humour, je trouve ça assez, genre le nombre d'insultes qu'il y a en français, c'est assez impressionnant. Je trouve le français, à mon avis, ça se marie bien à l'humour. Ouais, c'est stylé. Je suis un amoureux de la langue française. Je me rappelais que tout petit déjà, je lisais des poèmes le soir avant d'aller me coucher. Mec, j'ai pas envie de faire de montage, pourquoi tu me fais ça? Quoi, j'ai le droit de répondre ce que je veux? C'est pas cool, tout le monde sait que c'est faux. Mais non, c'est vrai, j'écrivais beaucoup de poèmes à ma maman, surtout pour la fête des mères, je me rappelle. Je me rappelle qu'une fois, j'avais écrit un poème à ma mère. Et elle a tellement été émue qu'elle a pleuré, qu'elle l'a encadré. Et je me rappelle que ma soeur, qui était très jalouse, avait mis le feu au poème. Et depuis, c'est le côté haine avec ma soeur et le côté amour avec ma mère. Ah oui, donc beaucoup de conséquences finalement pour un truc écrit à la base. Exactement. C'est fou. Bah toi quand même, la langue... Je suis un peu une merde. Non, mais alors, j'ai un peu ce truc de revanche sur ma petite jeunesse. Parce que moi, je suis dyslexique, j'ai jamais réussi à lire des livres et tout. Mais j'ai toujours genre écouté des podcasts et écouté un peu des livres audio, mais surtout des podcasts. On m'a jamais valorisé sur le français parce que je fais 12 000 fautes d'orthographe. Et une fois, j'ai une prof de français qui a dit « Eh, mais en fait, t'écris bien. » Et ça m'a assez motivé pour me dire « En fait, peut-être que j'écris bien, mais pas dans le sens orthographique du terme, dans le sens du style. » Et du coup, je crois que c'est un peu une revanche. Genre, quand j'ai reçu un peu des prix d'écriture, j'étais en mode « Eh, alors ?» et tout. Du coup, je pense que j'ai un peu ce truc où j'ai un peu une revanche. Mais je trouve le français très compliqué et des règles d'orthographe très débiles. Voilà. Parlons de lexique avec la famille. Bon, c'est peut-être des mots qui vont ressortir par rapport à une situation donnée. Ça va être des codes que nous seuls allons pouvoir comprendre. Maintenant, parlons de territoire. Oui, une histoire assez particulière. Je vais prendre des exemples. Par exemple, au Togo, on dit « j'ai fréquenté ». Et ailleurs, quand tu dis j'ai fréquenté sans rien ajouter de plus, on ne comprendra pas que tu parles de l'école. Autre chose, au Togo, on dit pagaille. Pagaille, c'est normalement le désordre, mais au Togo, la pagaille est entendue un peu comme de l'humour. Donc, quand tu dis je fais de la pagaille, c'est que je suis en train d'être comique. Donc, c'est des choses qui sont togolaisement, je vais dire, actées. Mes parents, c'est des boomers, genre ils sont vraiment nés dans les années 50 et tout, ils sont assez âgés. Et du coup, ils utilisent v'là les termes, genre désuet. Désuet qui est un terme désuet. De ouf. Mais du coup, il y a trop de mots que j'utilise et t'es là, et il y a plein de gens qui sont la meuf, vraiment personne ne sait. Genre par exemple, le dire ophtalmologue, genre j'ai toujours dit oculiste. Ouais, c'est un peu gênant. Et oculiste, vraiment personne ne sait ce que c'est, tu vois. Et après, moi, il y a plein d'expressions suisses que j'utilise de ouf, genre pire cool, monstre cool. C'est des tics de langage que j'ai trop, et quand je suis en France, les gens, ils... Meuf, comment tu parles, tu sais. Mais moi j'aime trop cultiver ça. Mais moi trop aussi. J'ai trop envie de parler truc. Monstre bien, ouais. Et moi j'ai déjà eu la réflexion. Il y a des gens qui m'ont dit que j'avais plus d'accent sur scène que hors la scène parce qu'il y a des vidéos que je trouve plus drôles avec l'accent. Il y a un peu un accent suisse que je trouve marrant. Ouais, j'ai un accent de banlieue. Je
pense que c'est celle qui s'entend plutôt bien. Après, je joue pas dessus, hein, je parle comme je suis. Vraiment, c'est pas du jeu. Par contre, j'en parle sur scène parce que je sais que les gens trouvent ça bizarre. Le fait que justement la manière dont je parle ne correspond pas à la tête que j'ai. Je crève l'abcès assez vite sur scène donc j'en parle et puis le lexique que j'ai, ouais j'ai un lexique assez populaire quand même. Et j'essaie pas du tout de le changer. Voilà. Et toi? Moi je pense que j'ai pas d'accent particulier, juste pour les jaunes et roses, voilà je suis ardéchois donc ça sonne. Ah c'est vrai qu'il y a un petit accent Ouais, du sud. je dis pas jaune, je dis Jeanne, je dis pas rose, je dis rose. Et c'est vrai que parfois, de temps en temps sur scène en sortant, c'est alors Jeanne, je me suis mis à dire jaune, rose, tu sais, pour me moquer des gens qui avaient pas le même accent Ouais. et c'est un peu rentré dans mon langage. Tu vois, Vraiment tu parles comme ça. j'ai un peu acquis un langage par moquerie, tu vois, Comment absolument tu- terrible. Ok. J'ai un peu honte. Alors mon rapport à l'accent est très particulier parce que je suis togolaise mais je n'ai pas toujours vécu au Togo. Donc ça me donne une allure un peu différente dans mon environnement et je veux dire que j'adore, j'aime bien. Ah, Si j'étais moche, je dirais que mon corps est mon premier atout. Non, mais je pense que le corps, il est important dans le stand-up ou dans l'humour quand on sait s'en servir. Quand on prend l'exemple de Gad Elmaleh, il n'est pas moche, c'est mon avis, hein, mais je pense qu'il fait beaucoup de choses avec son corps et c'est l'un de ses atouts. Même ceux qui ne bougent pas trop comme Farid font de bonnes choses avec leur corps et ça marche toujours et c'est un atout, on va dire. C'était Marina Rollman. Elle parlait du fait que j'avais des méga gros yeux bleus et que des fois, tu sais, j'étais hyper expressive avec mes yeux. Et ça, c'est un truc, je m'en rendais pas du tout compte. Je l'avais trop mal pris. Alors, c'est un compliment de Marina Rollman, elle va la faire putain chier, quoi. Non, mais tu vois, je n'étais pas du tout consciente de ça. Et en fait, en voyant des vidéos, j'étais genre, ah, mais en fait, t'es méga expressive. Et je me rends compte que du coup, depuis que j'utilise plus mes yeux et que je joue plus avec ma gueule, je sais que des fois, c'est limite, oh oui, mais je vais décrocher le rire sur l'expression que je fais plutôt que sur les Le mots. texte, Ouais. ah, on dit souvent que ma bouche est pointue. Il paraît que ça se voit de profil, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais bon. Je sais pas trop pourquoi elle dit ça, mais il paraît que ma bouche est pointue. Après, ma bouche est peut-être pointue en réalité parce que je dis les choses et que je parle parfois un peu beaucoup. Ça dépend. Peut-être que c'est pour ça. Quand j'ai commencé la scène, j'étais méga stress et je bougeais de ouf. C'était ma première scène et je faisais vraiment genre tac 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 comme ça. Et je me rappellerai toujours que Thomas Wiesel justement m'avait dit en mode beaucoup trop d'énergie là. Alors, il va falloir genre se calmer. Et c'est vrai qu'après, je m'étais rendu compte, enfin on m'avait dit en fait moins tu bouges, plus on se concentre sur ce que tu dis. Moi, c'est pas ça. Ouais, bon, toi, c'est vrai que le corps, c'est. Moi, je suis assez chelou sur scène. J'ai des postures bizarres. Ouais. Je fais un 3 quarts face comme ça souvent. Ouais, Je suis c'est un ouais, peu du en- ouf. Je fais comme ça, je vais le montrer aux gens. Moi, je fais comme ça. Ouais, Quand je- ouais. Ce qui est un peu Ce que tu contre-intuitif fais parce pas que je du parle tout. pas dans la vie comme Ce ça. que tu fais pas du tout, ouais, dans la Mais vraie vie. j'aime bien, je crois que j'aime bien en faire trop et cabotiner. Et j'aime bien dire des mots trop forts. Cabotiner. Cabotiner. Ah, J'adore ce mot. ouais, Moi, je c'est- pense que je c'est suis un petit gros cabotin. Un petit cabotin. Je sais pas, j'essaie d'être naturel quoi. J'ai l'impression que peut-être les grimaces, je fais beaucoup de grimaces, les mimiques, j'essaie d'accentuer un peu aussi mon intonation naturelle. Tu sais, en France, on est c'est très monocorde, la manière dont on Ouais. parle, donc j'essaie de mettre un petit peu d'amplitude, mais non, j'ai pas de technique particulière quoi. Et toi? Franchement j'essaie juste d'être moi-même. C'est un ressort être soi-même déjà, c'est hyper dur. Et ben voilà, c'est mon ressort. C'est ton ressort, bravo pour ce ressort. Ça va être une réponse extrêmement bête, mais je crois que ce qui me fait rire, c'est ce qui est marrant. Non mais en vrai, franchement, il y a plein d'humoristes qui passent par des leviers qui ne sont pas l'humour finalement. Des leviers qui sont, vous êtes d'accord avec moi, je vais avoir une espèce de rire d'adhésion, et ça, c'est vraiment des trucs qui me font pas rire. Moi, Ok. même si je vais voir un mec avec qui je suis d'accord, s'il est pas marrant, ça me fera pas rire quoi. J'ai vraiment besoin qu'il aille chercher le truc un petit peu loin, j'ai envie qu'il tire un sujet, j'ai envie qu'il soit un peu absurde aussi. Il y a de l'humour, entre guillemets, classique, très frontal, très bien fait, mais je trouve ça très rare finalement. C'est très très dur de faire rire avec des choses classiques. Mais moi, ce qui me fait vraiment rire, en fait, je le remarque, c'est vraiment la moquerie. Et je crois que je suis très français dans l'humour. Et j'adore le sarcasme. Ouais. Tout ce qui est sarcasme, moquerie, tu sais, les gens un peu piquants. Et pour autant, je trouve pas que ce soit le truc le plus dur à faire. Ouais. Mais je me rends compte qu'en vrai, c'est ce qui me fait le plus rire. Ça et les caméras cachées. J'ai un peu honte, mais j'adore les caméras cachées. Mais c'est bon, j'avais lu un dossier sur l'humour en gros qui expliquait que les types d'humour des pays dépendaient un peu de leur culture. Ouais. Et que par rapport, par exemple, Angleterre, Royaume-Uni, une île beaucoup attaquée, hop, culture défensive, humour défensif, donc Ouais. l'autodérision, ce genre de truc. Et de l'autre côté, la France, plutôt un pays qui s'épand un petit peu, et donc du coup, humour offensif, le sarcasme, la caricature. Et je trouve ça cool de voir que les types d'humour des pays viennent un peu de leur histoire. Pour le coup, l'autodérision me fait moins rire. Mais ouais. Bah, ça dépend. L'autodérision me fait rire, la dévalorisation me fait pas rire du tout. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a plein d'humoristes qui confondent dévalorisation et autodérision.
C'est pas pareil. Les Anglais font de l'autodérision. Les Français, comme ils sont pas forts, ils font de la dévalorisation. C'est pas marrant. Ce qui me fait rire, moi généralement ce sont des textes d'actualité. Quand l'humoriste écrit un texte d'actualité de manière très déconcertante avec des jeux de mots et avec du parallèle comique, je prends mon pied, j'adore ça. Ouais. Alors, ce qui me fait rire en tant que spectatrice, ce sont des histoires que j'ai vécues, qu'on raconte de façon ironique, des histoires par exemple sur les mamans africaines. Tout le monde se retrouve là avec une maman qui crie sur toi ou bien une maman qui t'en veut parce que tu n'as pas eu ton examen et qui te fait passer un sale quart d'heure à la maison, ou plutôt toutes les vacances, tu vas les passer très mal parce qu'elle va tout le temps te rappeler que tu n'as pas eu ton examen. Donc ce sont des choses qui arrivent. J'aime beaucoup les angles. Moi, genre, souvent, je rigole plus à genre une première phase qu'à la blague. Un angle original ou ouais, un angle ou le début de l'anecdote qui est folle. Ouais, après c'est un peu biaisé, mais je pense que quand t'es humoriste, t'as quand même ce truc de genre, quand la chute te surprend de ouf et que le mec, genre, tu pensais qu'il allait t'amener là et il t'amène genre là et tu t'attends pas et t'es là genre, oh, il est tellement fort ou elle est tellement forte. Alors, moi j'ai différentes phases de processus de création, c'est-à-dire mon processus de création a évolué. Au début, j'écrivais ce que je voulais dire et les vannes venaient en dernier. Et là j'ai changé, je commence par les vannes maintenant. J'ai un peu inversé le truc. Ok. En général, j'ai des idées la nuit, quand je dors, ça me saoule parce que je suis fatigué, je me réveille, je prends des notes et le lendemain matin, j'essaie de pousser un peu le truc, quoi. Mais souvent, je me lève, je prends des notes, je vais me recoucher. Au moment où je veux pas que les idées viennent, elles viennent de plus en plus, donc je peux me relever 10-12 fois d'affilée pour aller noter des trucs, ça me saoule, j'ai envie de dormir. Mec, moi tu sais que ça m'arrive tout le temps d'avoir des idées quand je vais dormir. Sauf que je me dis toujours, allez, je m'en rappellerai demain. Et le lendemain, je me réveille et je sais plus du tout. Et pourtant, je sais juste que c'était trop drôle. Et là, je réécris des trucs sur le même thème qui sont nuls. Et je suis dégoûté. C'est un peu un mix. Moi, avant d'écrire un spectacle ou un sketch, qu'est-ce que je me pose comme question? C'est qu'est-ce que je veux dire? Ensuite, comment est-ce que je vais le dire pour que ce soit le plus drôle possible? Quand je finis de me poser ces questions, alors je prends la thématique en question et puis je cherche tout ce qui entoure le mot en question. Le processus de création se passe chez moi de façon, on va dire, très, très simple. Déjà, j'identifie des sujets. Donc, je les identifie. Après les avoir identifiés, je peux demander autour de moi si le sujet est pertinent ou pas. Lorsque je le trouve pertinent, là, je commence le travail éditorial. Je fais un découpage du sujet en plusieurs épisodes, après avoir trouvé l'angle bien sûr. Et puis je passe à l'écriture. Moi j'ai l'impression que j'ai plusieurs phases. Enfin ça dépend pourquoi je dois écrire. Enfin si c'est pour le spectacle, c'est quand même le plus difficile. Enfin j'ai l'impression que t'as quand même ce truc d'ensemble. Faut que ça matche avec ce que t'as dit, est-ce que t'as un propos, machin. Mais si j'ai genre envie d'écrire un sketch sur un sujet, je vais quand même pas mal faire au début de l'écriture automatique, en mode genre j'écris, tu sais, genre sans réfléchir et tu poses toutes tes idées, machin. Et après, je vais un peu classer les idées selon une suite un peu logique et après je vais chercher des vannes et des punchlines selon les angles que j'ai décidé. Trop marrant. Je crois que je fais le contraire. Je pense à des blagues. Et après, je vais genre mettre des prémices avant, ou tu vois, genre me dire, ah, je vais mettre cette blague, et après, je fais le déroulé de. Souvent, quand j'écris et que je teste, j'ai des blagues, mais genre, je les écris en 2 mots, et puis après, j'improvise entre les blagues. Ouais, de ouf. Ouais. Et après, au fur et à mesure, quand je me réécoute et tout, ça devient de la free par cœur et tout, mais il y a presque à aucun moment où j'écris mon texte à la virgule près et tout. Ah ouais, bien sûr, l'interaction, on va dire que c'est l'apanage du stand-up. C'est un peu ça. Moi, je recherche ça constamment. Je recherche ça constamment parce que il faut que les gens se sentent concernés par ce que tu fais. Donc, moi, le plus souvent, je pose des questions aux spectateurs, mais c'est des questions dont tu connais déjà les réponses. Quand je demande, par exemple, est-ce qu'il y a des couples ce soir ou est-ce qu'il y a des hommes mariés ce soir, je sais généralement qu'il y aura la réponse, elle va être positive. Je fais comme si c'était une improvisation, je rebondis sur la réponse pour continuer mon sketch qui a été écrit. Mais il ne faut pas abuser, surtout en Afrique. Sinon, je connais des publics qui peuvent prendre ta place sur scène. Ils sont là
Toi, tu joues, mais c'est eux qui parlent, quoi. Et ils vont même lancer des vannes plus efficaces que toi, tes vannes, quoi. Donc, il faut limiter, chercher l'interaction, oui, mais encadrer ça, quoi. Ouais, je fais pas mal, ouais. Mais maintenant, je fais plus au début du spectacle et j'essaye de faire avec des gens que je sens consentants. Genre, des gens qui participent naturellement et tout. Parce que je sais que ça peut être une angoisse d'aller voir du stand-up et que t'as peur d'être au premier rang. Moi, je connais des gens qui ont été choqués parce qu'ils sont allés voir un truc de stand-up et ils se sont fait insulter pendant 2 heures, ils ont pas aimé ça. Ouais, c'est pas ouf. Moi, ça me fait pire aller puisque, genre, je fais du stand-up. Mais je sais que si je vais voir un spectacle, j'aurais tellement pas envie qu'on me parle. Ah, pas du tout. Alors qu'il y a des gens. gens. Je pose une question et je sais que je vais pas répondre. Enfin, c'est hyper paradoxal, mais je vais être là genre, oh non, tu tournes la tête et t'es la meuf, tu fais ça et. Enfin, ouais, c'est trop bizarre. Et moi, je vois mon père quand il va voir un spectacle, il a tellement envie qu'on lui parle. Moi, je me rappelle, je suis allé voir un concert d'Henri Dess avec lui quand j'étais enfant. Oh. Et il criait des trucs et Henri Dess lui répondait, voilà, des blagues. Non, et genre. Et il est rentré, mais il était tellement fier. Il était là, ah. Le spectacle était quand même mieux grâce à moi. Henri Dess a dû bien m'aimer, quoi. Il était vraiment dans cette dynamique, quoi. Moi, quand j'ai commencé le stand-up, j'avais tellement peur que j'étais méga froide. Je sais pas si tu te rappelles, on en avait parlé une fois, genre j'étais méga hautaine et tout. J'étais pas sympa, alors qu'en vrai, come on. Et du coup... Une petite boule de gentillesse. Une boule de tendresse. Et du coup... Maintenant, j'essaie de vraiment, genre, meilleure version de moi-même, tu vois. Je vais pas monter sur scène en mode j'ai pas toujours confiance en moi. Moi, ma théorie, c'est que dans la vie, on n'est jamais soi-même et puis. On porte un masque social. On porte un masque social. Mais je pense qu'il est encore plus dupliqué quand tu fais du. Alors, non, moi, il y a un mélange des deux. Il y a parfois où je pense encore plus moi-même sur scène parce qu'il y a un truc qui fait que je suis en aisance de dire très fort des trucs que j'oserais pas dire dans la vie. Moi, je sais que mes parents, ils ont appris des trucs de moi parce que je les ai dit sur scène. Mais, genre, en temps normal, ils les auraient parce que je l'aurais pas fait en repas de famille, quoi. Et il y a aussi un truc où tu montres toi ce que tu veux bien montrer, tout ça. T'as un truc de genre surconf de. Mais en fait, j'ai toujours les skills de retomber sur mes pattes. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, t'as tellement confiance que, ouais, tu vas genre pouvoir beaucoup plus improviser, enfin être méga à l'aise. Alors que moi, des fois, socialement, genre après le spectacle, je vais être plus mal à l'aise que sur scène. Ouais, tu fais honte, ouais. Ouais, je regarde par terre. Vraiment, je bégaye, je suis genre, oh là là, ne me parlez pas enfin. Bah, j'aimerais en tout cas, mais c'est tout l'enjeu de la discipline. En tout cas, nous, on fait du stand-up. J'ai l'impression que c'est d'arriver à aboutir à un personnage qui corresponde à qui on est. Donc c'est pas qui on est, c'est pas non plus un personnage extérieur, c'est une version augmentée de nous. Donc ouais, je pense qu'on cherche tous notre perso, on appelle ça le clown. Nous, dans nos cours de mise en scène, on appelait ça le clown, chercher son clown, son perso. Enfin, je pense que c'est la quête de tous les humoristes, quoi. Arriver à trouver l'espèce d'harmonie entre qui on est, ce qu'on dégage, ce qu'on est sur scène. Ouais, après la quête, ça revient au même, hein, mais c'est surtout de pas avoir de perso finalement. C'est de réussir d'être assez toi-même. Ouais, mais toi-même t'es un perso. Ne pas avoir de masque. Oui, mais je pense que quand les gens parlent de perso, c'est est-ce que tu rentres dans la peau de quelqu'un d'autre qui est ton personnage sur scène. Ok. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et nous, c'est pas du tout le cas. Nous, on essaie déjà d'être qu'il y ait le moins de différentiel entre la personne qu'on va être sur scène et la personne qu'on est à l'extérieur. Et en fait, c'est aussi dur que de justement prendre le personnage de quelqu'un d'autre. C'est fini? Oh non, c'est fini. Non, je vais beaucoup parler. Non, c'est faux, c'est faux. Ciao, ciao.